Il est vrai qu'avec Emmanuel Macron, la France n'a pas eu de masque, mais elle a des bâillons. Jamais, en si peu de temps, nos libertés ont été autant attaquées. Jamais. Mais c'est simple, on ne se laissera pas faire, on ne nous fera pas taire. Ils veulent nous bâillonner, alors nous allons gueuler la vérité encore plus fort. Pas question de baisser les bras ou de se morfondre dans des à quoi bon. Emmanuel Macron et les oligarchies doivent comprendre que nous ne laisserons jamais s'installer une société verrouillée et tyrannique à la chinoise. TV Liberté explose le nombre de ses vues sur l'ensemble des plateformes. Ils ne réussiront pas à nous faire taire. L'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui, partout dans le monde. Nous ne le voyons pas que dans notre pays. C'est une crise profonde qui est liée à des tensions entre des fondamentalismes, des projets justement religieux et politiques qui, on le voit dans toutes les régions du monde, conduisent à un durcissement très fort. Y compris dans des pays où l'islam est la religion majoritaire. Des élus, parfois sous pression de groupes ou de communautés, peuvent envisager d'imposer des menus confessionnels à la cantine. Nous avons, sur ce sujet, des cas dans des départements comme la Seine-Saint-Denis, mais aussi en Normandie. D'autres élus excluent ou projettent d'exclure les hommes ou les femmes de certains créneaux d'accès aux piscines. Ce fut par exemple le cas dans une commune non loin d'ici, où des femmes ont revendiqué des horaires d'accès distincts des hommes à la piscine. Une fois la loi votée, le préfet pourra suspendre les actes municipaux correspondant à ces situations, en constatant cette carence républicaine, et si sa décision n'était pas appliquée, se substituer à l'autorité locale avec l'accord du juge. Comme pour beaucoup d'entreprises, la mauvaise gestion gouvernementale de la crise sanitaire l'a fait suivre d'une crise économique importante. Nous devons réussir et ils doivent échouer, alors aidez-nous à gueuler la vérité maintenant. Au sein de nombreux services publics exercés par des entreprises, en particulier les transports en commun, nous avons aussi vu ces dernières années se multiplier les dérives. Elles choquent, et souvent elles sont constatées avec une forme d'impuissance parce qu'il y a un contournement de la loi. Des contrôleurs qui refusent à des femmes l'accès au bus en raison de leur tenue, pour être très clair, parce qu'elles n'ont pas une tenue qu'ils considèrent eux-mêmes comme décente, inadmissible. Tous ces faits qui ne sont pas conformes à nos principes. Il fallait s'y attaquer, et nous le faisons avec fermeté et conviction. Contrôler, poursuivre, sanctionner. Mais cela ne suffit pas. À l'islamisme radical brandi comme une fierté, nous devons opposer un patriotisme républicain assumé et aller plus loin. Parfois que la République elle-même ne rendait plus, et par ce truchement, diffuser, de manière subreptice ou de manière très revendiquée, un message d'islam radical. Les associations doivent unir la nation et pas la fracturer. Et nous ne céderons rien sur ce principe, qui est au cœur même de la liberté qui est associée à la protection des associations dans notre pays et au statut si particulier qu'elles occupent dans la République. Les motifs de dissolution des associations en Conseil des ministres étaient jusque-là très limités aux faits de terrorisme, de racisme et d'antisémitisme. Ils seront étendus à d'autres motifs, comme les faits d'atteinte à la dignité de la personne ou de pression psychologique ou physique. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous allons donc renforcer les contrôles, mettre dans la loi les principes en vertu desquels il sera permis de dissoudre les associations et assumer que, en vertu de nos principes républicains, et sans attendre que ce soit le pire, on puisse dissoudre des associations dont il est établi qu'elles portent ces messages, qu'elles contreviennent à nos lois et nos principes. Mais je crois aussi que c'est par ce dispositif que nous pourrons beaucoup plus efficacement fermer les structures inacceptables et accroître la pression sur les associations qui subrepticement dérivent. Le troisième pilier de notre stratégie, c'est l'école. C'est le creuset républicain. C'est ce qui fait qu'on protège nos enfants de manière complète par rapport à tout signe religieux, à la religion. C'est vraiment le cœur de l'espace de la laïcité. Et c'est ce lieu où nous forgeons les consciences pour que des enfants deviennent des citoyens libres, rationnels, pouvant choisir leur vie. Et donc l'école est notre trésor collectif. Ensuite, au commissariat, pareil, ils ont pris notre déposition en tant que témoin. Mais quand j'ai demandé à porter plainte
pour injure raciale. On m'a pas pris en compte. On m'a pas pris en compte et on n'a pas pris ma... Qu'est-ce que vous attendez concrètement aujourd'hui de la justice? Je veux que justice soit faite. Je veux que justice soit faite. Mais tout le monde a été terrorisé. Tout le monde, il y avait des enfants. Il y avait des enfants. Mes enfants sont traumatisés. Il y avait aussi l'enfant de la dame qui a été poignardé à 6 reprises d'Amel, qui était en pleurs et qui était effondré. Il a même voulu venir en aide à sa mère. On l'en a empêché. Et nous avons un combat à mener. Des parents d'élèves qui viennent voir le directeur ou la directrice d'école et qui disent « Le cours de musique, c'est terminé. Sinon, il ne reviendra plus. La piscine avec les autres, c'est terminé. Sinon, il ne reviendra plus. » Et enfin, la déscolarisation. Nous allons l'inscrire au CNED. Ce sera très bien fait, c'est plus simple pour nous. Ces enfants ne vont pas au CNED. Parfois, ils ne reçoivent aucune éducation. Mais ils vont dans des structures qui ne sont nullement déclarées. La semaine dernière, nous en avons encore identifié une en Seine-Saint-Denis. Des structures très simples. Des murs, presque pas de fenêtres. Des enfants qui arrivent à 8 h chaque jour, qui repartent à 15 h. Des femmes en niqab qui les accueillent. Et lorsqu'on les interroge, des prières, certains cours. Voilà leur enseignement. C'est une réalité. Nous devons la regarder, la nommer en face. Dès la rentrée 2021, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour tous, dès 3 ans. L'instruction à domicile sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé. Pour précisément mettre un terme à ce système et faire en sorte que nous n'ayons qu'un système, celui des EILE, où nous pouvons avoir un enseignement, par exemple en langue arabe, une contractualisation avec ces États, mais où nous avons un contrôle sur les enseignants, sur le respect de nos valeurs et sur les capacités linguistiques en langue française de ces derniers. C'est-à-dire un vrai contrôle de l'éducation nationale sur la qualité des enseignants et de l'enseignement. C'est aujourd'hui. Ensuite, parce que l'école doit d'abord inculquer les valeurs de la République, et non celles d'une religion, former des citoyens, non des fidèles, les écoles hors contrat, qui sont davantage contrôlées grâce à la grande avancée que constitue la loi dite Gatel, feront l'objet d'un encadrement encore renforcé. Je le dis ici très clairement, la liberté d'enseignement est importante dans notre République. On vivra avec, nous nous sommes organisés et les choses avancent bien. Mais sur le parcours des personnels, le contenu pédagogique des enseignements, l'origine des financements, il est légitime que l'État renforce les contrôles. Nous permettrons à tous nos enfants d'accéder au savoir, à la culture. Le quatrième axe de la stratégie que nous entendons conduire, de ce réveil républicain, il consiste à bâtir enfin un islam en France qui puisse être un islam des Lumières. D'abord, et c'est le premier point en la matière, en libérant l'islam en France des influences étrangères. Sur ce sujet, nous allons le faire de 2 manières, parce qu'il y a 2 types d'influence. Il y a une influence qui est visible, qui est assumée, et il y a une influence qui est parfois plus profonde et dangereuse, mais qui est moins visible et moins assumée. La première influence qu'on a décidé de réduire en concertation avec les pays, c'est l'organisation même de l'islam consulaire. Vous le savez, l'imam et ses psalmodieurs. Nous avons décidé de mettre fin à ce système. Mais au-delà de cela, tous ceux qui continueraient à choisir la voie de 1901 verraient un contrôle renforcé drastiquement en termes d'origine de financement, du contrôle de cette origine et de transparence sur les fonds. C'est un élément essentiel là aussi pour libérer l'islam en France des influences étrangères qui sont rarement pour le meilleur et, comme nous l'avons constaté, le plus souvent pour le pire. Aujourd'hui, sur nos territoires, ce que nous voyons, et je sais que les élus ici présents l'ont eux-mêmes constaté et parfois vécu, c'est au fond les prises de contrôle hostiles qui existent au niveau des mosquées pour aller justement, soudainement changer les dirigeants de l'association cultuelle en quelques jours. Et on se réveille, en quelques jours, on voit des islamistes radicaux profiter des faiblesses dans les statuts pour prendre le contrôle de l'association, de tous ses financements, et mener la pire des politiques. Cela n'arrivera plus. Ce que nous allons très clairement installer, c'est un dispositif anti-putsch très robuste dans la loi, qui permettra d'éviter que ces protagonistes, qui sont les plus subtils, les plus sophistiqués, n'utilisent les faiblesses de nos propres règles pour venir prendre le contrôle des associations cultuelles et des mosquées, pour aller prédiquer le pire, organiser le pire, souvent mener d'ailleurs, dans le cadre de l'association cultuelle, des activités qui ne le sont pas du tout, qui commencent à devenir politiques, etc., etc.
L'islam est une religion qui existe en France. Je sais que beaucoup ne veulent pas le voir et pensent que ce serait une manière efficace de lutter contre l'islam radical. Je pense que c'est une stupidité. Je veux que la France devienne ce pays où on puisse enseigner la pensée d'Averroès, d'Ibn Khaldoun, que nous puissions être un pays d'excellence dans l'étude des civilisations musulmanes. Nous nous le devons à nous-mêmes. Et nous le devons pour cette lutte que j'évoquais. Parce qu'il n'y aura pas de réussite du projet que j'évoque depuis tout à l'heure si nous ne nous connaissons pas mieux, si nous ne comprenons pas mieux les civilisations qui de fait cohabitent sur notre sol. Dans la systématisation des quartiers d'été que j'évoquais, que nous allons pérenniser. Et pour faire en sorte que chacun, quelle que soit sa couleur de peau, son origine, sa religion, puisse trouver sa place. Ni le racisme, ni l'antisémitisme ne sont compatibles avec la République. Mesdames et messieurs, parce que le terrorisme islamiste s'est transformé. Là où il était essentiellement exogène, c'est-à-dire organisé depuis l'extérieur, les attentats de 2015 sont organisés depuis Raqqa, l'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. C'est pourquoi je confirme que la France, qui, comme vous l'avez rappelé, l'a endossé en décembre avec ses partenaires européens, mettra en œuvre la définition de l'antisémitisme adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. Ce que ce texte portera donc, ce sont des dispositions claires, imposant les retraits dans les meilleurs délais de tous les contenus appelant à la haine et mettant en œuvre toutes les techniques permettant de repérer l'identité dans les meilleurs délais et enfin appelant à la responsabilité, y compris sur le plan juridique, les dites plateformes. Aujourd'hui, se développe sous une forme qu'on appelle endogène, c'est-à-dire il est développé par des gens qui sont sur notre territoire. Et avec parfois des organisations qui sont liées à l'islam radical, parfois des individus, les enquêtes le montrent à chaque fois, qui sont très isolés, qui peuvent s'être convertis, plus ou moins récemment, et qui aussi ont des phénomènes, je le dis, qui à certains moments relèvent de la psychiatrie, qui sont des phénomènes de décompensation. La question, c'est maintenant comment réussir à mieux prévenir cela. Et ça, c'est un travail extrêmement minutieux qu'il faut continuer à conduire, à la fois pour mieux suivre les individus, on voit isolés, par ce devoir de vigilance que j'évoquais il y a 1 an, sur ensuite l'islam radical. Je pense que nous avons beaucoup progressé. Nous identifions beaucoup mieux le sujet, ses réalités, parce qu'il y a un travail énorme qui a été fait par nos services de renseignement, parce qu'on a réinvesti massivement dans le renseignement territorial durant ces 3 dernières années, et on a marié les techniques de renseignement territorial avec les autres services de renseignement. Est-ce que la situation est satisfaisante? Pas du tout. On doit renforcer notre dispositif, et on doit aller beaucoup plus loin. C'est tout ce que je viens de dire aujourd'hui. Sur les financements et les influences étrangères, nous savons d'où viennent les financements. Ils sont venus très régulièrement d'Arabie Saoudite, ils sont venus du Qatar, ils sont venus de Turquie, et ils sont venus plus marginalement du Maroc et de l'Algérie. Certains États, à des moments, ont eu des politiques de prosélytisme. J'ai eu un dialogue depuis le premier jour avec mes homologues de ces pays pour leur demander de le cesser. Parce que quand vous avez une fondation privée qui fait un financement pour telle ou telle mosquée ou tel projet, vous ne savez pas forcément qui c'est derrière. Et quelle est la finalité du projet? Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu une géopolitique de l'islam. Et on la voit partout dans le monde. Et que cette géopolitique, elle ne correspond pas aux valeurs qui sont les nôtres et qui sont celles de notre diplomatie, parce que nous ne croyons pas à l'islam politique, et ce n'est, à notre avis, pas compatible avec une stabilité et une paix dans le monde. Mais il y a eu, ces dernières années, une forme d'emballement, de perte de contrôle, et certains de ces financements sont allés vers le terrorisme islamiste, et sont allés, on l'a vu en Syrie, vers les projets terroristes. Donc oui, il y a eu, nous n'avons fait preuve d'aucune complaisance, mais il nous faut maintenant pouvoir mieux les contrôler. Non, tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Tu peux faire l'imbécile, et aujourd'hui c'est la Marseillaise des chants des partisans, tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur. D'accord? Voilà. Una vez, hace algún tiempo, el gobierno francés estuvo muy enojado con nosotros porque nosotros apoyábamos a Argelia, reconocimos el gobierno argelino en algo. En ese momento, pues, también se unía, en alguna forma, al bloqueo imperial. Después se adquirió un grado de comprensión mayor por parte misma del gobierno francés. Argelia se liberó. Históricamente estaba destinada a liberarse. No podía haber otra solución que la liberación de Argelia. Y todo lo que fuera contra eso era simplemente sumir en la desgracia a un pueblo heroico y además mandar al matadero a muchos soldados franceses. Se arregló aquel problema en la mejor manera posible. Hoy Argelia y Francia mantienen buenas relaciones
y nosotros mantenemos inmejorables relaciones con el pueblo hermano de Argelia y buenas relaciones con Francia también.